c'est une vieille forge bretonne, ça date de 1800 et des... C'était des forges, et avec des forgerons. Tous les laminoirs sont dans la Belgique et dans le nord de la France. Nous, on est ici un petit peu par hasard, quoi. Et M. Vaugouleur, avec son allié, M. Philippe, ils avaient acheté cette vieille forge. Ces gens qui travaillaient, eh bien, c'était des vrais forçats. Parce que les gars étaient en occupation d'usine. C'était comme s'ils étaient en vacances presque, en vacances forcées. La marche de l'usine vers 1930, 1940, quoi, je me rappelle un peu parce que à ce moment-là, les parents faisaient partie du personnel. Alors on entend, vous savez bien, quand on est enfant, on entend certaines choses qui se disent, quoi, certains. Et à ce moment-là, comme on a l'esprit ouvert, ça rentre tout de suite. Alors, bien des choses se sont passées à ce temps-là. Par exemple, comme les grèves de 36, j'avais 12 ans. Alors là, ça a été un sacré bouleversement, question de social, quoi. Voilà. Eh bien, on m'a demandé si c'était possible, avec les petits talents de dessinateur que j'avais, si c'était possible pour le 50e anniversaire du Front populaire de retracer, c'est-à-dire de faire une allégorie rappelant les travaux pénibles, tels que par exemple les lamineurs. Alors comme j'ai été 7 ans au laminoir, de mémoire j'ai retracé avec en pyrogravure, vous voyez, c'est de la brûlure sur bois. Comme c'est une allégorie, il faut faire voir des grands traits, quoi, l'histoire. Hein, voyez-vous, les lamineurs, avec leur tablier en peau de cochon, hein, ils avaient tous des petits calots comme ça. Et en sabot de bois. Et à ce moment-là, ils travaillaient avec des sabots. Des gros sabots en bois, parce que c'était, pour ainsi dire, obligé de travailler avec des... Parce qu'une barre, par exemple, sur un soulier, elle brûle le soulier, tandis que sur le bois, et puis une fois que le bois brûle, ça s'en va tout seul. La barre continue. Il n'y avait pas de problème de chaussures à ce moment-là, tout le monde travaillait en sabot. Et parce que le laminoir aussi, c'est ni plus ni moins qu'une fontaine, parce qu'il y a de l'eau en grande quantité partout qui tombe sur les cylindres. Premièrement, pour refroidir les cylindres, et deuxièmement, pour le travail du fer, ça donne un décapage au fer. Ça nettoie le fer. Avec l'eau qui vient dessus, ça fait éclater toute cette crasse-là qu'il y a eu dans le four.
cette usine-là du boulevard Carnot. C'était très noir. Et quand le temps était sombre comme ça, c'était très noir. Alors c'était joli à voir travailler, toutes ces barres rouges. Alors, on suivait les barres comme ça, c'était prenant. Hein. Très prenant. C'est des choses à voir, surtout un laminoir en marche. Un laminoir arrêté, c'est un cimetière. Il n'y a pas de photo de l'appareil. Il n'y en a pas. Ah non, il a fallu que je réalise ça pour savoir ce que c'est qu'un laminoir. Le profane ne sait pas ce que c'est qu'un laminoir. Et le travail. Tout se faisait à la main, tout se faisait à la main et les conditions étaient tellement pénibles, ils ne pouvaient pas continuer. Et j'en ai vu personnellement pleurer, il pleurait parce que, alors ça faisait un drôle d'effet parce qu'il était quand même avec son gros tablier, puis en sueur, tout ça, et voir un homme pleurer de fatigue. Et des fois, des gars fatigués, il y avait des bagarres des fois. Là, c'était pas rigolo parce que les ringards rouges voltigeaient au-dessus des têtes. Il fallait être des bonhommes pour les séparer, les pauvres gars, ils étaient fatigués, énervés. Hein. Bien sûr, c'était dur. Bien sûr, il fallait, pour effacer la fatigue, boire abondamment. Parce qu'il y avait quand même des grandes distances pour tourner les barres de fer. Hein. 36 mètres aller, 18 mètres aller, 36 mètres aller-retour, 120 fois dans la demi-heure. On n'avait qu'à regarder, ça faisait presque 10 km dans l'heure. Hein. Et je buvais, dans l'espace de moins de 10 minutes, facile 2 litres. On était trempés de sueur toute la journée. Et comment vous faisiez pour vous rafraîchir? On avait du café avec de l'eau. On buvait du café avec de l'eau. Il arrivait de danser une gigue, un pas de danse comme ça. Quand l'effort était trop grand, il y avait comme un besoin, non pas de se défouler, mais de libérer. Hein. Ça, vraiment, il rentrait fatigué, j'étais forcé. Il fallait faire tous ses caprices. Hein. Moi, toujours, c'était pas les autres, mais il se mettait à la table, allez, serre-moi, et puis il fallait laver ses pieds. Vous savez, c'était pas marrant hein, pour moi non plus. Là. La dureté du métier, quoi. C'était dangereux. Une inconscience, si on peut dire, du danger, parce que nous étions quand même en permanence entre les barres de fer. Oui, parce que quelquefois les barres loupaient le passage, alors ça montait jusqu'au toit, là, les ouvriers se rangeaient, là, hein, ça se dégageait par tous les bouts. Cette attention continuelle, mon père, qui avait gardé ses mains comme ça d'ailleurs, quand il était jeune homme à Champignol, en Meurthe-et-Moselle, a eu une barre qui avait buté ici comme ça. Elle s'est relevée, elle a fait un demi-8. Et ce demi-8 l'a encadré. La tête, c'était du jamais vu. Il l'a sorti avec ses mains. Autrement, ça sortait d'un cylindre, mais elle était emmanchée dans l'autre. Et il l'aurait eu, ça lui aurait coupé. Très 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 rare, autrement qu'il y avait des accidents, il y avait toujours des brûlés. Forcément des brûlés même assez brûlés, mais pas pour amputer ou des choses comme ça. Enfin, aux forges toujours. Dans d'autres maisons, oui, il y a eu. Il y a eu par exemple un lamineur qui était en train de changer un passage sur le laminoir. L'autre n'a pas vu qu'il était derrière, il a enfilé la barre.
Sur le laminoir, c'était très très dur. Les gens ne pouvaient travailler qu'une demi-heure. Alors ils travaillaient une demi-heure, ils avaient un petit réfectoire, ils se reposaient une demi-heure, ils reprenaient une demi-heure, après l'autre équipe allait au réfectoire, alors soit qu'ils se reposaient, qui buvaient une bière ou pour se désaltérer un peu, parce que au bout d'une demi-heure de travail, vous attrapez les bourgerons qu'ils appellent ça, les vestes. Ils travaillaient pourtant presque nus. Vous tendez ça, ils sortaient de la sueur. C'était de la sueur qui sortait. C'était très très dur. Maintenant, c'est de la rigolade. C'était trop dur. Mais à ce moment-là, les gens, c'était la vie comme ça, alors ils étaient contents d'être là. Et ils étaient récompensés parce qu'ils travaillaient à la prime au rendement. Alors c'était toujours la guerre entre les deux équipes. Alors si une équipe, là, par exemple, avait passé 5 tonnes ou 4 tonnes, l'autre cherchait à passer 4 tonnes et demie ou 5 tonnes ou 6 tonnes. Enfin, pas toujours. Puis d'abord un jour c'était une équipe, l'autre jour c'était une autre équipe. Mais c'est pour ça qu'il y avait une prime au rendement. Alors ça a incité les gens encore à travailler plus. Et là où ça a eu son plein de rendement, ce laminoir, hein, cette usine, pourrait-on dire, c'est quand il a été décrété l'élaboration, l'édification de la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est un ensemble de travaux formidables qui n'ont servi à rien, ça a été prouvé par plus B. Et alors, chez nous, ça tournait jour et nuit parce qu'on fabriquait, on laminait le ronduit d'acier qui servait justement aux fondations, et c'était au coulage de béton pour la ligne Maginot. Alors on a travaillé pendant de 32, ça a commencé déjà en 32, 33. On parlait déjà de la ligne Maginot. Alors là, 33 jusqu'à 36, là c'était à plein rendement jour et nuit. Alors, je suis rentrée à l'âge de 15 ans, à la maréchalerie alors. J'avais une spécialité, j'étais poinçonneuse. Et pour arriver à poinçonner le fer, il était d'abord coupé de la longueur du fer qu'il fallait, et puis passé dans un four rouge, et après il passait dans une macreuse pour former le fer. Et après, il passait dans une presse, sous une presse, qui formait donc les trous. Et après, il passait sous un pilon pour l'aplatir. Et après, il les mettait à refroidir, et nous, on les terminait donc avec la poinçonneuse. Surtout fait par les femmes, il n'y avait que des femmes, pour ainsi dire. Il y avait un homme au pilon, et puis il y avait un homme au four, et autrement, c'était des femmes. C'était des femmes qui y avaient. Et les barres, on les recevait du laminoir, toutes faites, nous. Les barres de fer, pour faire les fers à chevaux. Le laminoir nous les emmenait sur un camion. Et on les déposait sur des... je ne sais plus encore le nom. Enfin, alors ça venait, on nous les déposait près de la cisaille, marquez toujours ça. Alors là, une fois que j'avais passé à la cisaille, une femme ramassait au fur et à mesure les bouts par terre. Il y avait ici, de ce côté ici, il y avait 3 fours.
pense que je m'explique bien. Il y avait 3 fours, des grandes gueules, comme la cuisine ouverte, avec du cheveu dedans, bien sûr, au charbon. Alors, il y avait 3 fours. Les femmes ramassaient les bouts de barre au pied de la cisaille et les mettaient sur une raille de la largeur là, comme ça. Là, à ce moment-là, il y avait des hommes qui prenaient avec des grandes pinces les fers, les fers qui avaient été coupés et qui les enfournaient. Est-ce que je m'explique bien pour que vous compreniez? Les enfournaient dans les fours. Hein. Bon, alors, les 2 derniers fours, toujours enfournés. Le premier, c'était déjà chaud. Alors, là, vous avez compris, ils l'ont enfourné, là, les 2. Le dernier, l'autre four était déjà chaud. Il y avait un autre homme qui tirait, toujours avec des pinces, des longues pinces, des grandes pinces comme ça. Alors, il tirait les chauds et il les mettait sur une autre, que je viens de vous dire, là, sur une autre raille, de l'autre côté du four. Est-ce que je m'explique bien? Parce que je vois ça. Alors, rendu au bout de la barre, de cette raille-là, il y avait une machine, la cintreuse, que ça s'appelait. La cintreuse. Alors, elle prenait sa barre avec sa pince, elle, qui était droite comme ça, puis elle la posait comme ça. Sa cintreuse était là comme ça. Alors, elle avait un piton. Alors, elle posait sa barre comme ça, puis en même temps, dessus, là, et puis pique. Alors, sa cintreuse tombait. Et ça donnait la forme du fer. Alors, une fois que la forme du fer était faite, le fer tombait sur un plateau. Là, vous comprenez bien. Il y avait une autre femme, avec toujours des pinces, une autre femme qui prenait le fer sur le plateau. Là, ici, il y a la presse et la visseuse. Il y avait les 2 côtés, mais un côté vous suffira, c'est pareil. Alors, là, elle les prenait sur le plateau, vous avez compris. De la cintreuse, elle prenait sur le plateau, elle la posait sur un autre plateau à la presseuse. Oh, ça, c'est un monument aussi grand comme la cuisine. C'était quelque chose, ça avait du potin. La presseuse, elle avait une grande machine là, comme ça. Une fois qu'elle avait posé, il y avait la forme, puisque la cintreuse avait fait, qu'elle avait posé dans son machin à elle, et tirait sur la grosse poignée là, ça faisait un potin. Et alors, il descendait un plateau avec comme ça, des dents, quoi, qui s'enfonçaient dans le fer pour marquer les endroits où ça aurait été les trous. Là, à la presse. La presseuse le tirait après, le temps que je vous lis, c'était fait. La presseuse le tirait de sa presse. À côté d'elle, il y avait une visseuse. Alors, elle dévissait la visseuse en vitesse, puis elle lui posait donc le fer à la vis. Alors, la visseuse serrait un bon coup, le fer était bien. Bon, elle dévissait, elle tirait, elle l'envoyait au pilon. Ça se touchait. Alors, elle l'envoyait au pilon. Alors, il y avait 2 hommes. Il y avait le petit qui prenait le fer à la visseuse, là, c'était un gamin, et il passait au piloniste qui était en face, lui. Je m'explique si assez bien, oui. Et elle passait au piloniste qui était en face de lui, quoi. Alors, le piloniste, lui, il appuyait sur sa poignée, pouf! Et puis, à cette fois-là, le fer était fini, là. C'était froid, les fers. D'autres femmes les mettaient en pile, de ce qu'elles pouvaient porter, de 20 si elles pouvaient, et puis nous les envoyions à nous, aux poinçonneuses. Alors il y avait 6 machines, chacun avec sa machine, aux poinçonneuses. Ça descend comme ça, toujours, le poinçon, mais vite, parce que j'ai le pied sur la pédale, comme ça, sans arrêt. Alors nous, il fallait vite enfourner le fer, de façon, puisque la forme du trou avait été donnée à la presseuse. Alors il fallait que le poinçon descende dans le trou en vitesse, vous comprenez? En vitesse. S'il y avait 8 trous, il fallait faire un, il fallait retirer, il fallait faire l'autre. Quand on était à l'habitude, nous, je faisais le tour du fer. J'en avais fait des centaines de fers, le temps que je suis à vous le dire. Mais oui. Bon, mais je vous dis ça. Vous n'avez pas le temps de voir le fer, de la cisaille dans le four, vous n'avez pas le temps de le voir sortir du four, qu'il allait, il était emmanché dans une machine, poup. C'était avec les mains qu'on prenait les fers, et évidemment, les mains s'usaient. Hein. Alors, il fallait toujours avoir un tas de chiffons aux mains et un tas de... Ce qui nous faisait travailler quand même assez péniblement, parce qu'on avait du mal à tenir les fers. C'est bizarre, hein, le travail, on dit, ça tue, non. Je ne fatiguais pas. Et pourtant, qu'est-ce qu'on mangeait? Des pommes de terre et du lait, des galettes, des machins comme ça, quoi. Du pain, ma grand-mère faisait, dans les fours en machin, du bon pain, hein. Il ne rassissait pas, il était pas comme celui de maintenant.
Et des bonnes galettes qui étaient grandes comme ça, là. Ben, des gigoudènes, on appelait ça des gigoudènes, quoi, des pahues. On était nourris que comme ça. Elle élevait des lapins, ma grand-mère. Ben, elle allait en vendre un au marché pour apporter un peu de poisson ou apporter d'autres choses, un petit bout de viande. La viande douce qu'on disait quand c'était du bœuf. Il y aura de la soupe grasse dimanche. Oui, oui, j'ai porté de la viande douce dans la ville. La viande douce, vous vous rendez compte, tout ça, quand je pense dans tout ça. Je dis, j'ai travaillé, mais j'ai eu une heureuse jeunesse avec mes grands-parents. Ah, j'étais gâtée. Et mon père. Ah oui, j'étais enfant divorcé, moi. Et j'étais fille unique. Ça ne vous dit rien, ça. Ah ben, par le divorce de mes parents, ils ont fait de moi une fille d'usine. Hein. Ça ne serait peut-être pas arrivé, hein, ça, sans ça. Hein. Enfin, la vie est comme ça. Hein. C'est pour ça que j'ai eu 2 enfants, mais bon sang, je me suis trouvée veuve. J'ai bien juré que je m'en serais jamais séparée. J'allais souvent dans l'usine parce que mon père avait une tante, Madame Rass, qui était cantinière de l'usine. Alors, comme c'était une tante à mon père, et comme il y avait une bonne moitié de l'usine qui était libre, qui n'était pas occupée rien du tout, qu'avec des ronces et puis tout ça, alors forcément, nous gamins, avec mon cousin, monsieur Rass aussi, Norbert, on allait passer notre temps, chercher des nids, faire des cabanes comme tous les gosses. Oh, ma mère, bah, oui, elle était vraiment, vous savez, sa cantine, c'était tout pour elle. On vendait que des boissons hygiéniques, hein, du cidre, du vin et puis de la bière, autrement il n'y avait pas d'alcool. Oh non, pas d'alcool. J'ai un cousin, monsieur Rass, qui est décédé maintenant. Il devrait avoir dans les 78 ans peut-être. Et chez la tante Madame Rass, dans l'usine, à Beaujour, on cherchait mon Lucien Rass. On avait beau crier partout, Lucien, où c'est que t'es, dis où c'est que t'es. Et puis tout d'un coup, on aperçoit, il était en haut de la cheminée qui faisait 30 et quelques mètres. Il avait monté par l'intérieur de la cheminée, parce qu'il y avait des barreaux à l'intérieur. Oh, mon frère, oui. On cherchait partout parce qu'il jouait dans la cour, quoi. Puisque notre cour, la cheminée était dans la cour. Alors ma mère l'a appelé pour venir manger, quoi. Et puis elle ne trouvait pas. Et la cheminée avait été ouverte pour des réparations. Et elle a eu l'idée de regarder dans la cheminée quand elle l'a vu qui était là-haut. Quand ils l'ont vu là-haut, il n'était pas question de crier dessus ni quoi que ce soit. Tout le monde retenait son souffle. Mais alors quand il est redescendu, alors là, il a attrapé une sacrée correction. Alors lui, dans son explication, il a dit « Je suis monté là-haut, c'est pour voir Paris. » Il voulait voir Paris. Il dit « J'ai pas vu Paris, j'ai vu la mer. » Moi, je connais l'usine un peu comme ma maison, quoi. Les parents ont fait leur vie là, moi j'ai fait ma vie là, tous ses frères, tout ça. Vaucouleurs, c'était un sacré meneur d'hommes. Hein. Il était assez raide, quoi. Sur le travail, il était assez mordant, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos couleurs? De M. Vaucouleurs? Oui. Oh, oui, très bien, c'était un bon patron. Ce que je peux en dire, moi, c'était qu'un bon patron. Mais un patron qui était juste, hein. Si vous prenez en train de jouer ou de rigoler, vous allez me couper dans le derrière, hein. Oui, M. Vaucouleurs, quand il était vers les années 30, 40, qui s'occupait des forges à ce moment-là, il avait toujours un chien parce que c'était un ami des bêtes. Oh, fallait pas toucher à son chien. Surtout pas toucher au chien. Quelqu'un, il aurait vu jeter un coup de pied à un chien, même pas lui, parce que dans l'usine, il y avait toujours 2 ou 3 chiens à divaguer comme ça, parce qu'ils savaient qu'ils avaient à manger.
Et il aurait vu quelqu'un jeter un coup de pied à un chien comme ça, il donnait son compte sur le champ. Alors le sien, lui, c'était un petit loulou, mais alors pomponné. Il sentait, il avait de l'odeur, il était frotté tous les jours avec de l'eau de Cologne. Alors, le chien, quand il se promenait avec M. Vaucouleurs dans l'usine, vous savez bien, le chien, il file d'un côté, file de l'autre. Oui, mais... Alors, il y avait des ouvriers, surtout un qui travaillait avec mon père, il avait le nez fin, il disait « Oh, oh, ça sent, allez, attention !» Tout le monde au boulot. On disait après à celui qui avait pris le coup de pied derrière, il t'a encore soulevé le panier à crotte. Eh ben oui, si. On arrivait bien quand même qu'on avait 5 minutes, quelquefois, s'il y avait une machine qui avait cassé. On se réunissait 2 ou 3, là. On arrivait, alors on rigolait, quoi. On se racontait des blagues et puis on rigolait sur place, mais si lui, il avait rentré par la porte de la route, M. Vaucouleurs, c'est vite fait, lui, un grand, un bel homme comme Jean, là, il rentrait, et puis qu'il voyait, il se rendait directement à nous, hein. Le temps qu'on s'est détourné, il y en avait une qui avait son pied quelque part. Et fous-moi le camp à ta machine! Fous-moi le camp à ta machine, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là au lieu de travailler tard à 1 heure en bas? Mais pensez-vous, on n'était pas encore trop sûrs, hein. Non, jamais. Hein. Ah non, jamais. Oh, moi, j'aimais bien M. Vaucouleurs. Jamais il ne m'a refusé rien, des acomptes, quand j'en ai eu besoin, jamais, parce que il arrivait des fins de quinzaine, hein, quand je suis restée avec mes 2 petits, 6 ans et 9 ans. Eh bien, il y avait un qui avait bien des chaussées. Si c'était des sabots de bois, mon gars, il avait la spécialité pour les casser, il ne savait pas marcher avec ça, lui. Alors, on m'avait dit, après, à l'école, il est plutôt au mur pour les casser. Eh bien, ou l'autre qui avait absolument besoin de quelque chose, hein, qui ne pouvait pas aller jusqu'à la fin de la paye, tous les 15 jours était payé. Ben, j'allais au bureau. Monsieur Vaucouleurs, il était brutal, il était vif, mais alors c'était un homme qui avait un cœur d'or, quoi. Il y avait certains avantages dans l'usine. Les hommes mariés avaient le droit à un logement. Alors, il y avait le logement, on avait le droit à une quantité de charbon toutes les semaines. Environ 40 kilos par foyer, toutes les semaines. C'est un bon avantage à ce moment-là. Hein. Celui qui avait déjà son loyer et son chauffage. Et est-ce qu'il vous arrivait de travailler la nuit? Oui, je vous dis. Eh bien, mais j'ai vu rentrer de venir faire ma journée, moi, la Deuxième Guerre ici, rentrer de venir faire ma journée. Oh, bien fatigué, il y avait des fois. J'avais même pas dormi 2 heures. Pompon dans le volet. Mélanie, il y a une telle qui n'est pas là, elle vient te remplacer. On a fait coucher avec moi, on avait 2 chambres et une cuisine. Comme la cuisine elle est au milieu, chacun une chambre. Et mon gars avait sa chambre. Oh, René me disait encore, maman, oh là 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 là. Ils te laisseront donc pas reposer. Ben, quand il n'y avait pas, c'était à la chaîne, il n'y avait pas. S'il y avait un qui manquait, il fallait que l'autre le remplace. On était logés, on n'avait rien à dire. Hein. Le fond de l'usine, tirant sur la campagne, si vous voulez, par là-bas, quoi. Bon, un grand portail qui était toujours ouvert, on était toujours en courant d'air, mais on n'avait pas froid, ma fille, la sueur nous coulait partout, vous êtes Gressier, une blouse, c'était tout, vous l'avez vu dans l'état où elle était. Madame Gressier qui a eu un mal formidable comme femme là-dedans, travailler à la chaleur, toujours à la gueule du four, tout ça, jamais voulu laisser sa place parce que ça lui plaisait. Et le portail dessous la route était large ouvert aussi, des 2 côtés, alors ça faisait courant d'air, mais nous, comme on était assis ici, comme ça, qu'on ne travaillait pas au fer chaud, nous, on avait froid, hein, alors avec une pince, on allait chercher les fers chauds, on mettait un froid, un chaud, un froid, un chaud, un froid, un chaud, et puis ça nous chauffait bien les jambes aussi, ça chauffait bien un petit peu ici, on avait un tout petit tabouret de fer, je vous ai dit, pour nous asseoir comme ça, mais rien derrière, hein. Tout petit tabouret de fer, on mettait des chiffons, c'était dur, ça nous chauffait les jambes, et ça nous chauffait un petit peu là, mais quand c'était froid, on les foutait dans le temps des fers froids, puis on allait en chercher d'autres, avec des pinces. Oh oui, ça n'a pas toujours été rigolo, hein. Monsieur Vaucouleurs avait fait monter un Font-Martin, une aciérie, quoi. Alors,
D'ailleurs, la première coulée qui a eu lieu, parce que c'était un rite dans les aciéries, la première coulée qui a eu lieu, il y avait Monseigneur Morel qui avait été invité par M. Vaucouleurs et Philippe, et la première coulée, il y avait un louis d'or dans le cube d'eau. Alors ils étaient sur le théâtre, et puis alors ça coule. Ils avaient des chargeuses, et ça passait dans le four, par le gueulard, c'était basculé. Alors la ferraille tombait dans le puits. Et là, c'était plus la ferraille, et pas n'importe quelle ferraille qui allait là-dedans. Il fallait aller dans le four, tout chaud, avec un sac mouillé sur la tête. Bon, c'était pas rigolo, hein. Là aussi, je vais tâcher de réaliser une allégorie aussi, parce que c'était un métier pénible aussi. Alors tous ces fondeurs, là, ça venait du Nord. J'ai appris à parler ch'timier, moi, ces gars-là, moi. Non, c'était des bons copains, mais c'était des rudes gars. Hein. Voilà. Quand les grèves ont fini, je me rappelle à la fin de la grève, quand tout le monde quand ça a été réglé, quoi, que tout le monde ça a été fini, alors tout le monde est descendu défiler en ville. Alors avec des drapeaux, des banderoles, de tout et tout et tout. C'était une marée en ville, parce qu'à ce moment-là, tout le monde était concerné en 1936. Tout le monde. Toutes les maisons avaient fermé. Toutes les usines, tout le monde. Alors vous vous rendez compte le nombre de gens qui avaient à défiler, le nombre d'ouvriers. Donc ça a changé beaucoup de choses dans la vie des ouvriers, les grèves de 1936. Ah oui, là oui. On était beaucoup moins malheureux après les grèves de 1936. C'est de là qu'on a réussi à avoir les congés. Mais à ce moment-là, on a eu 15 jours de congés seulement. Et maintenant, ils arrivent à 1 mois et demi, et puis ils n'ont pas encore assez. Et quand on dit ça aux jeunes, maintenant, ils ne vont pas le croire. Ils figurent que c'est du naturel comme ça. Quand un vieux raconte quelque chose, oh, moi j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas fait ça. Là, les jeunes, ouais, ils auraient été comme nous. Eh bien, s'il avait eu la conscience tranquille, il aurait tenu comme nous. Méfie-toi parce qu'il Il aurait demandé à réfléchir. On te branche. C'est des manches ou crève. Des manches ou crève. Ah, dans oui. Ah oui, à ce moment-là. On t'aime bien un coup de pied en derrière. Coup de pied dans le derrière. Oui, et des gifles. Ah bon? Ouais, oui, mais c'est comme ça qu'on t'amenait. À propos de votre salaire, en fait, est-ce que vous étiez bien payé par... Question de paye, oui. Ouais. C'est un des métiers où on gagne le plus. Mais il faut être capable de le faire. C'est des clients, on en a beaucoup. Hein. Fallait commencer tout jeune comme moi, à 13 ans, là-dedans, quoi. On a ça dans le sang, quoi. C'est comme un qui travaille dans les mines ou n'importe quoi, il commence tout jeune. C'était pourquoi exactement, alors que vous êtes mis en grève? Bon, ben, les revendications, hein. Les conditions de travail pénibles, quoi. Et rien, il n'y avait aucun confort. C'est ce qui a décrété. La première chose que le délégué des cheminots est venu me dire, où est-ce que vous mangez? Ben là, sur une table, et puis des malheureux mauvais bancs. Et vous n'avez pas de douche. Les douches, on a un baril, on met une pièce rouge dedans pour chauffer l'eau, puis on se plonge là-dedans. Vous voyez les conditions, comment? Il n'y avait pas de cantine en 1936? Il y avait une cantine. Madame Rass tenait une cantine, mais c'était pour ceux qui venaient boire un boc ou bien si, ça. Mais c'était pas une cantine positivement pour les compagnons. C'était les femmes qui amenaient les gamelles. Et vous, les enfants, amenaient les gamelles au père. Et les pères, ben, ils faisaient chauffer leurs gamelles quand c'était l'heure de manger, sur un lingot rouge qui sortait du four, qu'on amenait là. C'est pénible, hein?
Donc il était déclenché à travers le pays de nombreuses grèves, et puis on voyait ça dans les journaux et tout ça, et puis mon Dieu, il y a eu des réunions qui se sont faites à la Maison du Peuple, il en venait quelques-uns. Il y avait évidemment quelques responsables, parce qu'il y avait une cellule, hein, entre parenthèses, il y avait une cellule. La Maison du Peuple, il y a eu quand même une décision qui était à prendre pour justement pour entraîner la grève, quoi, pour provoquer une grève, enfin. Et malgré tout, les gens étaient quand même disposés à la faire, si on peut dire, parce que les médias aidant, hein, malgré qu'il n'y ait pas de poste, ça... À ce moment-là, on suivait les informations par beaucoup de journaux. Parce que la TSF, c'était pour ainsi dire les débuts, quoi. Alors, dans les ouvriers, il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait un poste. Il n'y avait pas l'électricité, c'était la lampe à pétrole qu'on mettait sur la table, avec un peu de pétrole. On n'y voyait rien, mais enfin, on passait ses soirées comme ça. Et à ce moment-là, il y avait la loterie nationale. Et les parents, avec la tante à mon père, Madame Rasse, et puis ses enfants, ils prenaient un billet entier toutes les semaines. Et ils sont sortis à 25 000 francs, le billet entier. Alors 25 000 francs à 10, ça faisait 2500 francs à ce moment-là. Ils ont touché. Et c'est là que mon père a acheté, lui, son premier poste de TSF. Il l'a payé 1800 francs. Il fallait venir voir. Qu'est-ce que c'est qui sortait de la boîte de TSF, là? Tout le monde était fier. Hein. Avec un syndicat, alors c'était du velours, quoi. J'étais forcé d'être vainqueur. D'abord, premièrement, que les motifs invoqués étaient pertinents. Hein. Quand vous voyez des gars comme aux forges, par exemple, je les ai vus trimer aussi, moi. C'est moi qui ai coupé le courant au déclenchement de la grève. Et puis j'étais donné un coup de main à Schwicker pour fermer la porte de la grille. Et puis, il n'y avait plus personne dans l'usine, c'était nous les maîtres. Alors, on gardait les machines et on gardait tout. Il y avait pas de... Quand les patrons venaient, on les recevait à la grille. Si on voulait les recevoir, on les recevait, sinon, ben, ils n'avaient qu'à repartir. Alors, à ce moment-là, pour s'occuper, parce que les gars étaient en occupation d'usine. Ils n'étaient pas chez eux. Alors, dans l'usine, ils couchaient à l'usine, ils mangeaient à l'usine. C'était comme s'ils étaient en vacances presque, en vacances forcées. Mais alors, ils s'intéressaient entre eux. Il y en a qui faisaient des petites, d'une espèce de théâtre, comme ça, mais en vitesse. Oui, si on peut appeler ça du théâtre. Ils se mettaient des ceintures qui prenaient chez les tourneurs. Ça faisait accordéon un peu, quoi. D'autres qui mettaient parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. Alors il y avait du crottin, comme on dit. Alors les ouvriers, pour passer leur temps, ils mettaient des pièges, ils attrapaient des petits moineaux, ils les plumaient, ils les dépouillaient, et puis ils faisaient des petits casse-côtes avec ça. C'était toute une industrie. J'étais charretier aux forges. Et ça consistait en quoi, votre métier? Ben, mais c'était de conduire un cheval. J'étais commis. J'ai commencé à 10 ans à travailler à la ferme. Comment il s'appelait, votre cheval? Il s'appelait Bichette. On couchait là, même dans la paille, n'importe où qu'on pouvait, quoi.
Pas dans l'écurie, hein, Bichette. Dans la paille? Il y avait du foin, de la paille. C'était pas trop malheureux. Comment ça se passait le ravitaillement pour les repas? Bah, il y en a qui partaient en camion le matin, puis ils rentraient le soir, quoi. Ils faisaient le tour dans les campagnes. Pour récolter, je vois, des œufs, du beurre ou du machin comme ça, quoi. Ce qu'ils pouvaient trouver, quoi. Les cuisines, la cuisine pour les copains, quoi, était faite à la maréchalerie, sur la forge, là. Et, ma foi, tout celui qui avait quelque chose à donner, moi, comme j'étais en chouille avec mes patrons pêcheurs sous la tour, parce que je travaillais pour des petites bricoles, quoi, eh bien, je m'en allais à la pêche, avec ma grosse moto, ma terreau, et puis 2 mônes de chaque côté, derrière. J'allais à la pêche et je ramenais des maquereaux. Tout le monde mangeait du maquereau. Ouais. Il y avait une sacrée vie. Hein. Là, ça a bien mordu. Hein. Évidemment, on n'était pas suffisamment éduqués à ce moment-là. Hein. On était jeunes, premièrement. Hein. On ne savait pas exactement ce qu'était une vie syndicale. On se l'est forgé soi-même, la vie syndicale, par les voisinages d'autres copains, d'autres bâtiments, le bâtiment notamment, qui a fait comme nous, quoi. Ça a fait boule de neige après, puis tout le monde a pris sa cape, quoi. Pendant la CGT, voilà quoi qu'on a pris, qu'on a mis après ça, qu'il y a eu après les grèves, qu'il y a eu la CGT, les voilà qui m'avaient mis à la maréchalerie en tête pour représenter le personnel. Oh là là, mes pauvres enfants. Je suis allé au bureau, j'ai dit, vous savez, je veux pas faire partie de ça, moi. J'ai 2 petits-enfants qui m'attendent quand je sors de l'usine, j'aurai pas le temps d'aller aux réunions, moi. Oh non, non, parce que j'étais la plus vieille de l'atelier. Je dis, je veux pas être. Non, non, j'ai jamais voulu être. J'ai dit, je défendrai mon petit morceau toute seule quand j'aurai besoin, j'irai au patron. Bon, si, il fallait aller aux réunions, il fallait aller partout, et mes 2 enfants, alors. Non, là, voilà, la fille là, voilà, Jenny Juiker, qui est morte au folle, là, voilà, là. La fille à pattes de pie, comme on l'appelait, ceux qui jouent de l'accordéon. Je sais pas. Je vais prendre mes lunettes pour voir de près. Pour la Casimir. Casimir, oui. Elle s'appelait déjà? Le russe blanc, là. Simonov. Simonov, oui. Ben là, voilà Louisette, là encore. Louisette, oui, là, je la vois bien, là. Ah oui, à la maréchalerie, il y avait des petits jeunes quand même, vous voyez. Oui, oui, oui. C'est pas la maréchalerie, ça? Ils ont été photographiés? Oui, c'est en face de la maréchalerie. Ah oui. C'est pour ça que je ne connais pas. Ah oui. Ah oui. Si, j'en connais là-dedans, moi. Jablowski. Ah là, j'en connais pas mal, là. Mais le nom, je ne me rappelle plus. Là? Là? Oui. C'était qui, lui? C'est le chef du syndicat. Chef du syndicat? C'est lui qui venait tout. C'est la maréchalerie, ça. Ah ben, monsieur Jamais, là. Au pire jamais. Oh, nous a-tu fait de la misère, celui-là. Ça, c'est la maréchalerie, alors. Là... Victorine Corouche. Au pire jamais. Là, Louise Gressier. Oh, comment il s'appelait dans le rond dingue, là, il était tout dingue. Là, Georges le Russe. Notre contremaître, une peau de vache. Faire bien, on s'arrangeait bien avec lui quand même. T'es un Russe blanc. Attends.
Victorine Cour-Rouge. Là, ma belle-sœur. Ma pauvre Yvonne. Ah ben ça c'est le père Schwicker avec son accordéon là. Oui, il a son chien, oui. Il a son chien aussi, là. Alors il avait une jambe de bois, quand il se l'a cassée, ben, il en refaisait une autre. Ah oui, il y avait M. Schwicker aussi qui était... Lui, pendant la grève de 36, lui, il jouait de l'accordéon. Alors, quand les gars ne savaient pas trop quoi faire, et puis qu'il y avait soi-disant une bonne nouvelle qui arrivait de Paris, par exemple, tiens, ça va mieux, ou ça va se terminer, ou on a réussi à voir ci, on a réussi à voir ça. Alors tout le monde se mettait en route, et puis M. Schwicker dit pilon, puisqu'il avait une jambe coupée, il avait un pilon pour une jambe de bois. Alors le voilà parti, et en route avec son accordéon. Journée du 25 juin 1936. Tout est calme. Schwickert, qui amuse les ouvriers avec un accordéon, a joué l'Internationale à différentes reprises. À 14h30, les ouvriers du bâtiment, qui sont en grève, sont passés devant l'usine avec un drapeau rouge. C'est un amateur, c'était le dessinateur. C'était le dessinateur. Et c'est lui qui était chargé de l'achat de machines d'occasion. Il était envoyé par beaucoup d'heures. Et c'était pas un travailleur, hein. Non. C'était pas un travailleur. C'était un dessinateur. Il faisait un dessin peut-être une fois par mois, quoi. Et puis à ce moment-là, est arrivé les fameux croix de feu. Et il était chef des croix de feu. Il était chef des croix de feu. Oui, avec le flagelle. Le déménageur flagelle. Ils avaient le rythme. Alors, il y avait déjà ce truc-là. Le heurte entre les croix de feu et les compagnons, quoi. Mais ils n'avaient pas la loi avec nous, attention. Journée du 26 juin 1936. Hier soir, 25, à 20h30, une réunion en nos usines a été faite par M. Quignot. N'ayant pas été prévenu de cette réunion, personne du bureau n'y assistait. Nous n'avons pu savoir ce qui a été dit. Notre délégué, en somme, qui était cheminot, c'était Quignot, il s'appelait Quignot. Alors, il venait faire ses réunions sur le temps, hein. Alors, ça faisait des heures. Fernand Mater descendait de son bureau. Il venait voir Quignot, de quel droit venez-vous là? Doucement, doucement. Puis alors, un beau jour, il a voulu lever la main sur Quignot. Les compagnons sont arrivés avec leur tannerie. Tout le suite, tu vas voir un petit peu de quel bois on chauffe. Oh, oui. Ce matin, à 8h30, le chien de Schwickert se promenait dans l'usine, décoré de chiffon rouge et portant, attaché sur le dos, un drapeau rouge. Foulard rouge. Pour faire communiste, quoi. Alors il mettait un foulard rouge dans son chien. À 9h, M. Quignot a réuni les ouvriers, leur a demandé de dire s'ils acceptaient ou non les conditions proposées par M. Vaucouleurs. La plupart des ouvriers, ne pouvant arriver à se mettre d'accord, M. Quignot leur a dit « Arrangez-vous pour donner immédiatement une réponse définitive, car autrement, cela n'en finira plus. » Il y a juste... il y a eu un truc avec un secrétaire de la CGT. Il avait été voir le patron à Paris, et soi-disant que c'était arrangé avec lui, tout. Puis on avait compris dans la réunion, on avait fait une réunion à la Maison du Peuple. On a compris dans ce qu'il nous disait que c'était faux, quoi, qu'on n'avait pas les avantages qu'on aurait dû avoir, qui avaient été votés par le gouvernement. Des lois qui avaient été votées par le gouvernement. Alors c'est là qu'on a trouvé un autre secrétaire, M. Floriot,
C'est lui après qui est venu, qui venait avec les délégués pour discuter avec le patron, le secrétaire de la CGT. Et qui c'était celui d'avant alors? Quignot. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors lui après? Après, il a quitté la CGT un bon moment après. Enfin, il était mal vu même au chemin de fer, vu qu'il n'était pas beaucoup pour l'ouvrier. Pour un secrétaire de la CGT, il était plutôt avec le patron qu'avec l'ouvrier. Parce que la loi nous donnait 40 heures, payé 48 quand même. Alors c'est ça qu'on n'a jamais compris le premier avec Quignot, la première déléguée. C'est là qu'on a changé, on a été trouvé M. Flouriot, qui était à l'union départementale CGT aussi. Journée du 27 juin 1936. Le matin, tout est calme. La plupart des ouvriers, au lieu de se tenir près de la porte comme ils le faisaient auparavant, se retirent sous le laminoir ou la scierie. Ils sont, pour la plupart, très fatigués et ne s'amusent plus comme les jours derniers. Et tout le monde était debout, tout le monde était là. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, tout le monde était dans l'usine. 36, dans son ampleur, a quand même contraint, je dis bien contraint, à avoir des contacts en les accords Matignon en nos lieux, devant cette pression qui était justifiée. Et puis on soulevait les autres, c'est nous qui ont soulevé les brosseries et qu'on a fait tout le monde se mettre en grève. Quand ils ont vu qu'on avait obtenu, eux aussi, ils ont parti, bien sûr. C'est une chose qui a été merveilleuse, 36. On peut dire quand même que ça a permis de faire prendre conscience aux patrons et les obliger, je dis bien les obliger, avec des choses qui n'étaient pas toujours tenues, de avoir à quand même se plier à des décisions qui étaient prises au-dessus d'eux et d'appliquer tout au moins d'appliquer les lois et puis ce qui était décidé en nos lieux. Alors c'était toujours avec ces accordéons et des choses comme ça que ça finissait bien, enfin. Alors c'est là qu'ils ont eu la semaine de 40 heures, la semaine de les 15 jours de congés payés, qui ont été très appréciés à ce moment-là. Parce que celui qui faisait 12 heures par jour, du jour au lendemain, il passe à 8 heures, avec le droit de manger à midi, c'était appréciable. C'est des choses appréciables, mais qu'il fallait, quoi. Il fallait que ça arrive, quoi. Il fallait que ça vienne, quoi.